Cyril Gane, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelques années de cela, si on vous avait dit que vous seriez une figure montante du MMA, peut-être que vous n'y auriez pas cru. Vous avez découvert la discipline sur le tard, mais depuis, certains vous voient comme un surdoué, vu la vitesse à laquelle vous gravissez les échelons. Et qui sait, l'histoire est peut-être loin d'être finie. Cyril, bienvenue dans Facecam. Merci beaucoup. Alors, ce que le grand public ne sait pas, c'est que si vous êtes en train de vous faire un nom dans le monde du MMA, les sports de combat, c'est quelque chose d'assez récent pour vous. À la base, vous étiez plutôt tout ce qui est sport collectif, notamment le football. Exactement. J'ai commencé avec beaucoup de football depuis mon plus jeune âge. Et on va dire à l'adolescence, même un petit peu après, par fréquentation, j'ai fait une grosse transition. Et donc basketball, beaucoup de basket aussi. Donc principalement, on va dire, les sports que j'ai pratiqués, ce sont des sports co, notamment le foot et le basket. Ouais. Et du coup, plus jeune, il était comment, donc Cyril Gane avec un ballon? Il était très bon aussi. Il était très prometteur également. Et malheureusement, il n'était pas assez acharné. Il ne savait pas encore ce qu'il voulait. Il n'était pas encore assez mature pour commencer une belle aventure. Mais il avait des qualités. Et malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout. C'est quoi du coup? C'est un manque d'implication? Manque d'implication, un manque d'envie. Et mes parents n'ont jamais voulu me forcer à faire les choses. Aujourd'hui, moi, c'est marrant parce qu'on a eu des discussions comme ça il n'y a pas très longtemps. Je leur ai dit, mais aujourd'hui, on serait millionnaire. Parce que vraiment, j'avais un bel avenir. Ça se passait déjà vraiment très, très bien pour moi. Et ils m'ont laissé vraiment quitter le football comme ça, du jour au lendemain, par fréquentation et par envie. Et au final, c'est la vie qui a choisi, on va dire ça comme ça. Alors forcément, durant votre période football, ça tombe à peu près à une période où il y a un moment marquant pour vous. Peut-être qui vous a procuré votre première grosse émotion sportive en 1998. Cette finale France-Brésil. Ouais, complètement. C'est vraiment, je pense, la plus grosse émotion. Même si récemment on a eu encore la Coupe du Monde, c'était pas la même chose. Je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière. Mais cette émotion, elle a été très forte. Et pourtant, j'étais au fin fond de ma Vendée. Hein. Mais même là-bas, il y avait eu beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie. Et ouais, c'était un très très bon souvenir. Alors, vous l'avez dit, à côté du football, il y a eu le basket. Oui. Dans le monde du basket, qui dit basket dit forcément Michael Jordan, c'est ouais. le top. Ouais, exactement. Michael Jordan, c'est la force. C'est la force incarnée, la tranquillité. Mais le gars comment dire, il est fait pour toutes les grosses épreuves possibles, quoi. Le gars peut tout surmonter. C'est vraiment l'image que j'ai de Michael Jordan. Le gars peut tout faire, absolument tout. Tout ce qu'il a envie de le faire, il le fait. Alors, on va rester encore un petit peu dans le basket. Il y a un moment qui, pour vous, va peut-être rester gravé à jamais dans l'histoire du sport, et notamment du basket. C'est ce dunk de Vince Carter, oui. Ouais. Lors des JO. Tellement impressionnant. C'est incroyable. Sur un mec plus de 2m10, je crois qu'on était sur du 2m15 ou quelque chose comme ça. Fred Weiss, ouais. Ouais. C'était du 2m15, 2m16, si ma mémoire est bonne. C'est juste impressionnant. C'est juste du jamais vu. Personne ne l'a fait. Aussi beau que ça, jamais. Avec si peu d'élan en plus, c'était incroyable. Du coup, pourquoi est-ce que ça vous a tant marqué que ça? Parce que quand j'étais dans le basket, déjà j'aimais beaucoup en fait ce game-là, le fait de dunker, comment on dit, mettre des tomards, etc. C'est quelque chose qui est forcément très attrayant dans le basket. Que ce soit ça ou mettre des crosses et casser les chevilles des gens, le dunk c'est vraiment la première place. Et cette performance, cette perf-là, elle est juste incroyable. Monter sur quelqu'un de 2m16, déjà avoir l'envie de monter sur lui, je comprends pas en fait. C'est le côté un peu fou? Ouais, c'est le côté un peu genre, il n'y a pas de limite. Genre, non, super impressionnant. Adoré. Alors, comme on l'a vu, vous êtes très imprégné du monde du sport collectif. Et pourtant, vous allez finir par tomber dans celui des sports de combat. Comment s'est fait cette découverte? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la vie qui a choisi. Et il y a une période de ma vie où les sports co, j'avais laissé tomber parce que je faisais mon BTS, mes études par alternance pour pouvoir payer mes factures et mon loyer. Et je travaillais le samedi, dimanche, ce qui ne me permettait pas de faire les sports co. En tout cas, de finaliser le week-end, faire les matchs, etc. Bon, bref. J'ai laissé le sport un peu de côté pendant pas tout à fait un an. Et dans mon BTS, je connaissais un ami, Daniel Njiba, qui est également fighter, Muay Thai, qui m'a dit viens essayer. Tu fais rien en ce moment, viens essayer. Et quand j'y suis allé, les premiers entraînements, les coachs ont bien aimé un peu ce que je faisais, sachant que je venais de nulle part à la base. Enfin, eux pensaient que j'avais déjà fait de la boxe. Un peu ce qui se passe un peu dans tous les sports, à chaque fois c'est comme ça. J'ai une bonne aptitude à pouvoir apprendre des sports et en tout cas... Et donc du coup, ils ont voulu faire quelque chose de sérieux avec moi, j'ai accepté
ils m'ont poussé un petit peu et on a fait quelque chose de sympa. Ouais. Et le MMA ensuite, ça se passe comment? Et le MMA ensuite, c'est au bout de 3 ans de Muay Thai, je fais la rencontre de Fernand Lopez. Parce que j'avais besoin de sparring partner en poids lourd. On n'est pas nombreux en France, enfin en tout cas je parle pour Paris. Et donc je savais que chez eux il y avait un vivier de poids lourd. Et donc c'était super intéressant de pouvoir tourner avec eux. Donc j'ai toqué à la porte et j'ai fait la rencontre de Fernand Lopez. Au bout de 2 entraînements, il a regardé un peu ce que j'ai pu faire, en tout cas mon parcours en Muay Thai. Et il a bien aimé ce que je faisais. Et il a tout de suite voulu travailler avec moi. Et il m'a proposé des choses. Et voilà où on en est au bout d'1 an et demi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a plu dans la discipline? Ce qui m'a plu, alors à la base, je veux dire la vérité, je vais être franc, ce qui m'a plu à la base, c'était le plan de carrière, oui. L'ascenseur social que pouvait apporter le MMA, qui était nettement plus intéressant que ce que pouvait proposer le Muay Thai. Et donc financièrement, voilà, beaucoup plus sympa. Mais au-delà de ça, ce qui m'a plu, c'est aussi de reprendre tout à zéro. J'aime beaucoup ça. Découvrir d'autres sports que je ne connaissais pas. Et donc l'apprentissage, j'aime beaucoup ça. Et cet aspect où on pense que le MMA c'est de la bagarre, ben, c'est tout le contraire en fait. Il y a tellement d'aspects, il y a tellement de techniques. Vous avez tous les sports réunis, judo, karaté, lutte, JJB, pied-point, Muay Thai, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est ça aussi qui me plaît là-dedans. Alors vous l'avez dit, il y en a beaucoup qui pensent que le MMA c'est juste de la bagarre. Oui. C'est encore un sport qui malheureusement est mal perçu par le grand public. Du coup, vous le vivez comment quand vous dites aux gens que vous faites du MMA, ils réagissent comment? Ça ne me dérange pas. Chacun a son... on ne peut pas changer les mentalités des gens. Mais c'est vrai que quand on a un discours très rapide avec les gens, en fait, tout va dépendre du rapport avec la violence qu'on a. Oui. On ne sait pas, il y a des personnes qui ont peut-être vécu des violences étant jeunes, donc forcément, ils vont avoir ce rapport avec la violence peut-être assez... Mais comme je leur explique, c'est un sport, et c'est un sport qui est très très bien maîtrisé par les sportifs en question, et surtout par les organisations, tout un tas de choses qui est mis en place. D'ailleurs, si vous voulez faire des recherches sur Internet, ce n'est pas du tout le sport le plus dangereux. Il y a des sports comme je sais pas, comme les sports de voltige, des choses comme ça, où il y a beaucoup plus de dégâts que dans le MMA. Donc, ne serait-ce que le rugby, sans aller trop loin. Avec les commotions? Les commotions cérébrales. Il y a des gars, ils se prennent des commotions 1-2 fois par match et ils continuent à courir. Donc ça n'existe pas dans tout sport. On va maintenant parler de votre carrière MMA plus en détail. Il y a un tournoi majeur qui est le TKO MMA. Ouais. Au début, ça se passe très bien pour vous, premier combat express. Oui, puis ensuite, c'est la tuile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tuile, mais en même temps, ça reste ma meilleure expérience. Ce qui se passe, c'est que dès le début du combat, j'ai mon gros orteil qui se luxe, celui qui tient l'équilibre, qui ne peut plus fonctionner, que je ne sens plus et qui devient très douloureux. Et dans la foulée, j'ai mon poumon également qui me laisse tomber, un poumon sur 2. Du coup, on essaie de tenir le combat, on essaie de gérer tant bien que mal. Et au final, ça l'a fait. À 3 secondes du 2e round, donc au bout de 10 minutes de combat, j'arrive à faire arrêter mon adversaire. Et pourquoi ma meilleure expérience? Parce que j'ai bien aimé justement ce côté-là, le côté gestion du combat, le fight QI. Et ça reste quand même une belle expérience. C'est vrai que c'est assez effrayant quand on dit ça, pneumothorax, etc. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Alors, quand on dit MMA, on pense forcément à l'UFC. Oui. C'est un peu le Graal, non, pour un combattant? Oui, c'est une fierté, c'est une fierté, surtout en tant que Français, parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à pouvoir y accéder. C'est le tournoi majeur, c'est la Champions League, c'est l'endroit où tout combattant de MMA veut aller. Oui. Alors pour vous, ça s'est fait assez vite en plus, non? Oui, j'ai eu pas que de la chance, parce qu'il y a eu du boulot, il y a eu beaucoup de boulot, mais je veux dire aussi qu'il y a eu aussi un très gros travail du Management Factory. C'est exactement ce que je disais il y a même pas 1 heure, c'est que ta carrière, c'est important de performer, ouais. Mais c'est aussi important de faire les bons choix. C'est aussi important d'être bien accompagné. Et moi, en l'occurrence, je le suis. Et c'est pour ça qu'on a pu faire les choses encore plus rapidement que ce que l'on souhaitait. Parce qu'en plus, c'est vrai que souvent, dans l'univers des sports de combat, l'entourage compte énormément parce qu'il y a souvent beaucoup d'agents, des gens qui tournent autour.
Oui. Des promesses, des trahisons? Oui, ça peut vite arriver. Moi, Ouais. pour le coup, de ma carrière, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu la chance d'être bien entouré. Alors, votre premier combat à l'UFC, justement, est-ce que vous en souvenez? Ah oui, Grand oui, souvenir. oui. C'était un très bon souvenir. C'était un très bon souvenir. Contre qui? C'était contre Rafael Pessoa. Exactement. Rafael Pessoa. Et c'était un bon souvenir. Pourquoi? Parce que bon, moi, je viens du pied-point. Ouais. Lui venait du JJB, d'une belle expérience de plus d'une dizaine d'années. Et donc on attendait un combat où un Cyril Gane allait striker, boxer, et un Rafael Pessoa qui allait surtout aller chercher le sol. Et au final, c'est moi qui l'ai soumis au sol. Donc ça a été une belle surprise pour ça. Ouais. Et du coup, pour lui, une grosse déception. Bah, je pense. D'être soumis par quelqu'un qui est plutôt... Ouais, forcément. Alors maintenant, on va parler peut-être un peu plus perception. Quand on est combattant, une fois qu'on est dans l'octogone, comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on se sent? Mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, personnellement, je me sens bien. D'ailleurs, c'est un très bon souvenir. Mon premier combat, l'expression que je ressortais tout le temps, c'était comme un poisson dans l'eau. J'étais... À comparaison avec le ring, par exemple, Ouais. d'où je viens depuis ces 3 dernières années, eh bien, je me sens plus à l'aise dans une cage. Je me sens nettement plus à l'aise dans une cage. Beaucoup plus d'espace pour se déplacer. Voilà, juste ça. Rien que ça, c'est... Et pourtant, en face de vous, il y a un combattant qui va essayer de vous faire mal, de vous mettre, à mal, mais on se sent bien. C'est un peu paradoxal, non? Ouais, non, franchement, c'est une très bonne sensation. C'est un package d'émotions. Et à toi de faire en sorte que ce soit des bonnes émotions et pas des mauvaises. Et justement, on pense à quoi alors à ce moment-là? On pense à quoi? Alors moi, là, ça va. Moi, je reste hyper concentré. Moi, je suis super concentré sur le combat. J'ai pas plein d'images ou plein d'idées qui me viennent en tête. Je suis juste hyper concentré sur ma performance. Alors, vous avez commencé les sports de combat récemment, on l'a dit. Vous êtes déjà à l'UFC. Certains vous prédisent un grand avenir. C'est quoi votre secret du coup? Le secret? Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas. Comme encore une fois, je pense que de base, j'ai une bonne faculté à apprendre les choses, une bonne faculté sur la gestion de mon corps, je pense. Je pense que c'est ça. Et encore une fois, ça revient à ça, être bien entouré. Être bien entouré, avoir un bon management, avoir un bon coach, avoir des bons sparring partners. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. L'entourage type, ça serait quoi? L'entourage type? Ouais. Il n'y a pas d'entourage type. Il faut juste être bon avec ce que tu as. Si ça ne te plaît pas, ça va te créer des mauvaises zones. Il faut que tu aies des bonnes zones, tout simplement. Peu importe s'il te faut 2, 3 coachs, peu importe s'il te faut un seul sparring partner ou s'il t'en faut 10. À toi de trouver ton bon milieu, tout simplement. Donc voilà, vous avez très vite intégré l'UFC. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas, ça va vite quand même. Il y a 5 ans, vous débutiez des premiers entraînements. Et là, vous êtes déjà à l'UFC. Non, je ne le prends pas comme ça. Je me dis, ça arrive parce que ça doit arriver. Je me dis, chaque chose qui arrive, ça arrive parce que ça doit arriver. Et même si demain, il y a une défaite ou quelque chose comme ça, ça arrivera parce que ça doit arriver. Faut pas chercher plus loin, faut pas se poser trop de questions. Et du coup, c'est quoi le plan de carrière alors? Le plan de carrière, c'est de performer, c'est de rentrer à la maison à chaque fois avec le plus de victoires possible et bien entendu mettre la famille à l'abri. Avec une ceinture, ce serait pas mal, non? Avec une ceinture, forcément, ce serait pas mal. Ça, ce serait le top du top. Ce serait la cerise sur le gâteau, comme on dit. Alors, vous vous entraînez à la MMA Factory, c'est bien ça? Il y a aussi un autre poids lourd qui est très connu d'ailleurs, qui était sur ce siège il y a quelques mois de ça, c'est Francis. Est-ce que ce serait possible un combat avec Francis? Si l'UFC veut nous jouer un mauvais tour, ouais, c'est possible. C'est déjà arrivé en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est possible, parce que c'est déjà arrivé que deux fighters du même gym se rencontrent dans cette organisation-là. Si ça arrive, j'espère que ça arrivera vraiment le plus tard possible et que ça arrivera parce que Francis aura eu la ceinture et l'aura défendu déjà depuis 5-6 fois et que moi je suis au pied et que moi aussi je veux la ceinture et qu'il faut y aller. Donc là ce serait beau, ce serait un beau combat, ce serait bien. Par contre si ça arrive très tôt, ça n'a aucun sens en fait.
Ça n'a aucun sens. Ce serait particulier en plus de combattre Ce quelqu'un serait dommage, ce serait fortement dommage. Alors après, moi, mon approche envers ça, elle n'est pas mauvaise. Ça reste du sport. Ça reste vraiment du sport. Le temps d'un combat. Voilà, ça reste du sport. Et à la fin, gros câlin, on se lève la main. Peu importe qui a gagné, ça reste du sport. Alors, c'est le moment un peu révélation. Vous avez un surnom, parce que au moins, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur ce surnom, Bon Gamin. Ouais. Alors, j'ai en face de moi quelqu'un qui fait 2 mètres, une armoire, Bon Gamin. Ça vient d'où ce surnom? Bon Gamin, à la base, Bon Gamin, c'est un groupe d'amis. C'est un groupe d'amis. Le surnom Bon Gamin, c'est d'abord des amis qui étaient dans la musique qui l'ont utilisé. Ensuite, d'autres qui l'ont utilisé dans le graphisme, dans des choses comme ça. Et finalement, comme c'était un collectif, on cherchait un surnom avec Lopez. Et c'est souvent ces termes-là qui revenaient souvent pour moi, parce que je suis toujours un peu bonne ambiance, je déconne tout le temps à la salle. Et donc, c'était tout le temps le babyface ou le mec gentil, enfin bref. Et au final, on se dit, mais pourquoi on se prend la tête? J'ai tatoué sur la cuisse Bon Gamin, ça fait partie de moi, c'est mon entourage très très proche. Utilisons Bon Gamin boxing, tout simplement. Et c'est resté. Et c'est resté, ouais. Et finalement, ça match super bien. D'ailleurs, est-ce que ça joue pas des tours aux adversaires? Tu dis, je vais rencontrer Bon Gamin, ça va être tranquille, babyface. Babyface, ouais, Good Kids, ouais. Je sais pas si ça leur joue des tours, parce qu'il y a quand même les combats qui sont là pour parler. Mais je pense qu'il y a une énergie, en tout cas, qui ne ment pas. C'est que la personne, mon adversaire va affronter quelqu'un de gentil, certes à la base, mais dans la cage, il va falloir se défendre, forcément. Donc, bon. Et on fait comment pour se défendre devant Cyril Gane? Comment on fait pour se défendre devant Cyril Gane? Il faut d'abord s'entraîner, ça c'est certain. Et non, il faut faire du mieux qu'on peut, forcément. Parce qu'il n'est pas facile, Cyril Gane. Alors, quelles sont les qualités pour faire un bon combattant de MMA? Pour être un bon combattant de MMA, je pense que c'est important d'avoir un bon fight QI. Je pense que c'est important parce que tu as tellement d'aspects. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as tous les sports de combat, de contact confondus. Donc aussi bien l'attaque que ton adversaire va vouloir porter peut se trouver au niveau des poings, peut se trouver au niveau des coudes, des genoux, des jambes. Peut-être ça va être de la lutte, de la projection au sol. Donc je pense qu'il faut être assez polyvalent et il faut être assez aware, comme on dit. Il faut bien comprendre les choses. Je pense que c'est la qualité principale pour un combattant. Savoir analyser une situation. Analyser et réagir à une situation. Ouais. De la bonne manière, forcément. Alors, le MMA est en train de, on va dire, émerger. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place autour de la discipline, qui sans doute va très prochainement devenir une discipline qu'on pourra pratiquer un petit peu partout, qui sait même peut-être un sport olympique. C'est tout ce que je souhaite. Les gens travaillent pour, en tout cas. Alors, à choisir, un titre de champion du monde ou un potentiel titre olympique? Non, je pense que je choisirais la ceinture de l'UFC. Ouais. C'est la plus belle? Bah oui, je pense. Après, forcément, si jamais c'est olympique, forcément, tu craches pas dessus, bien évidemment. Mais directement dans l'organisation de l'UFC, qui est l'organisation phare, ce serait quand même beaucoup plus gratifiant, je pense. Alors, il y a 5 ans, vous découvriez les sports de combat. Maintenant, vous êtes à l'UFC. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que du bonheur, de la réussite et surtout la santé. Et je pense surtout la santé. Parce que finalement, la santé, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout, au-delà du sport, même pour la vie de tous les jours. Souhaitez-moi la santé. Alors écoutez, bonne santé, puis surtout quelques victoires quand même, parce que ça va compter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cyril pour cet entretien. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation.